Ce sont les prisonniers du Sonderkommando qui avaient derrière eux plusieurs années de lutte qui ont le mieux compris la situation. Ils ont compris que se suicider n'empêcherait en rien les Allemands de poursuivre la destruction des nations et que seule la lutte organisée de tous les prisonniers du camp pourrait mettre un terme à cette œuvre infâme de l'humanité du XXe siècle. Voilà ce qu'écrit Alter Feingilberg en 1946 dans un cahier d'écolier. Son témoignage, resté durant des décennies dans une boîte à chaussures, est publié aujourd'hui aux éditions du Seuil sous le titre « Ce que j'ai vu à Auschwitz, les cahiers d'Alter ». Un document exceptionnel que nous devons au fils d'Alter, Roger Feingilberg, et au travail méticuleux de l'historien Alban Perrin. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Roger Feingilberg, vous avez attendu beaucoup d'années avant de publier les cahiers de votre père. Vous dites dans l'introduction que votre vie n'a pas été banale. Vous parlez d'un fardeau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ce fardeau a pesé dans votre enfance tout au long de votre vie et pourquoi le publiez-vous maintenant? J'ai toujours su ce qu'a été la vie de mes parents, leur souffrance et leur destin pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est des choses dont ils parlaient avec leurs amis, avec les membres de la famille, quand ils recevaient d'anciens déportés ou d'anciens combattants des brigades internationales, parce que tel était l'environnement qui était le mien. Donc j'ai toujours su, et on m'a fait comprendre que mes parents et mon père en particulier avaient vécu des choses exceptionnelles et qu'ils s'étaient comportés comme un héros. Mais mes parents ne m'en parlaient pas directement. On va préciser que vos deux parents, votre père et votre mère, sont tous les deux survivants d'Auschwitz. Tout à fait. Mon père a été déporté de France dans le premier convoi. Ma mère a été déportée de Pologne après avoir été envoyée pendant un certain temps travailler dans une usine en Allemagne au moment où les Allemands occupaient le ghetto de Lodz. Et ils se rencontrent après-guerre, ils ont un enfant unique. Vous écrivez « Ma naissance est le fruit de la victoire contre la mort ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous parler de votre enfance, de votre naissance? Mon enfance a été une enfance heureuse. Mes parents ont tout fait pour essayer de ne pas me transmettre leurs affres, leurs souvenirs, tout ce qu'ils avaient vécu, tout ce qu'ils avaient connu. Et je me suis souvent posé la question de comment ont-ils pu faire? Je crois que c'est le fruit, là encore, d'une volonté. Ils ne vivaient plus pour eux-mêmes. Quand j'étais enfant, on allait peu au restaurant, on sortait peu, si ce n'est rencontrer des anciens déportés, des anciens des brigades, des amis à eux. On avait des vacances extrêmement simples. Mes parents, de toute manière, avaient une vie modeste. Nous vivions dans un petit appartement à Montmartre, rue des Trois Frères. Mais tout était fait pour me permettre d'avancer dans la vie, pour me rendre joyeux, pour me rendre heureux, pour m'aider. Et donc, à un moment, j'ai eu le regard sur tout ce qu'ils ont fait pour moi, et j'ai bien vite compris que, au fond, ils ne vivaient plus pour eux-mêmes, mais qu'ils vivaient pour redonner vie, faire que ce peuple juif que l'on avait voulu détruire renaisse et revive, et que moi j'étais un de ceux qui, pour eux, symbolisaient l'avenir. Mais ils parlaient de ce qu'ils avaient vécu avec leurs camarades, mais pas à vous directement, où vous entendiez des bribes. Vous expliquez que vous n'aviez pas de grands-parents, vous étiez donc enfant unique. C'est en ça, entre autres, que votre vie n'a pas été banale, que cette
boîte à chaussures est restée très très longtemps, a déménagé très très longtemps d'appartement en appartement, et qu'il vous a fallu des années pour oser l'ouvrir, en fait, que vous aviez peur d'ouvrir cette boîte. Oui, d'abord, cette boîte à chaussures est restée enfermée du vivant de mes parents. Et la première question que je me suis posée, si vous voulez, c'est que mon père, qui n'était pas un intellectuel au sens de quelqu'un qui aurait fait des études, il n'avait même pas été à l'école en Pologne. Il était autodidacte, il a lu, et il s'est cultivé en prison en Pologne, au contact des militants qui l'entouraient. Eh bien, cet homme dont l'écriture n'était pas le métier ou la vocation, a pourtant décidé immédiatement après la libération d'écrire des cahiers où il témoignait et qu'il racontait ce qu'il avait vu à Auschwitz. D'ailleurs, dans ces textes, vous remarquerez, il parle très peu de lui. Il témoigne, il raconte, il explique. Ce sont des documents qui étaient faits pour servir à instruire le procès de l'hitlérisme et des hitlériens. Et donc, après la guerre, mon père a commencé à témoigner, il a répondu aux questions d'un certain nombre de commissions officielles qui l'ont sollicité. Et puis, assez rapidement, le silence s'est fait et ces cahiers sont restés enfermés dans leur boîte. Mon père ne rouvrait plus ses boîtes, je ne les ouvrais pas non plus. Puis quand ils sont morts l'un après l'autre, j'ai récupéré la boîte qui a été installée dans mon bureau à Sèvres à l'époque. Et effectivement, je n'ai pas osé pendant très longtemps l'ouvrir parce que je ne savais pas ce que j'allais trouver comme nouvelles atrocités insupportables. Vous saviez que votre père avait fait partie des Sonderkommando ? Oui, le mot Sonderkommando revenait dans leur conversation. Ce mot m'était familier. C'est un mot d'ailleurs qui faisait peur. C'est un mot barbare, Sonderkommando. On l'entend, mais on s'en éloigne. Et puis, il était plus chuchoté à voix basse qu'affirmé. J'étais arrêté en septembre, le 22 septembre 41, j'étais arrêté ensemble avec mon camarade Shimon Zaidov. On nous a mis à Drancy. De Drancy, on nous a mis après à Compiègne. De Compiègne, on est parti en mars 1942, on est parti pour Auschwitz. À Auschwitz, il n'y en avait pas encore de chambre à gaz. Il n'y en avait pas encore de chambre à gaz. Et on est rentrés tous au camp qui en étaient vivants. Les morts, ils n'ont pas rentré au camp. Après, on était à Auschwitz. Je travaillais comme charpentier. En septembre ou octobre, on me l'a mis dans les zones de commando à Auschwitz. C'était le petit crématoire jusqu'à 1933. Là, ils ont amené seulement les cadavres. Albo aussi, envers, c'est des musulmans, comme on avait dit en jargon des camps. Là, ils ont fusillé beaucoup de Polonais et beaucoup de Juifs. Mietek, Morava, c'était les capots des Sonderkommando avec des autres
capots. Après, on était 9 juifs et 3 capots polonais. Après, ils ont amené encore 3 polonais comme capots et on était 9 juifs comme pour travailler et 6 capots polonais pour nous surveiller. On y reviendra sur cette complexité des témoignages des Sonderkommando. Vous écrivez « Comme il est difficile d'être fils de déporté, comme il est violent d'être fils d'un déporté affecté aux Sonderkommando, comme il est complexe d'être le fils de survivants qui n'espéraient plus rien pour eux-mêmes, mais tout pour leur descendance afin que la vie refleurisse. Cette responsabilité m'a hanté tout au long de ma vie et me hante maintenant encore. » Est-ce que c'est cette responsabilité qui a fait qu'un jour vous avez décidé, eu le courage d'ouvrir cette boîte? Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que je savais qu'il y avait des choses précieuses et importantes. Et la question qui s'est posée, plus j'avançais en âge, était de savoir si je transmettais tel quel à mes enfants et à ma descendance. Et j'ai considéré que je me devais de traiter cette ouverture de la boîte. Le transmettre à ceux qui n'auraient pas connu mes parents, mon père, non, c'était à moi de le faire, moi qui ai vécu des années à ses côtés, auprès de lui. C'était à moi de le faire. Et puis, il y a dans la vie un certain nombre d'éléments déclenchants qui font qu'à un moment donné, vous vous dites « je dois le faire ». Et je vais vous raconter quel a été le petit élément déclenchant, mais qui est devenu grand. C'est qu'à l'époque, en 2005, j'étais directeur de l'OSE, et que l'OSE, vous le savez, a accueilli et élevé 426 enfants survivants de Buchenwald, enfants orphelins originaires de Hongrie et de Pologne, dont Elie Wiesel, dont le grand rabbin Mayerlo. Et ces enfants ont été invités à l'occasion du 60e anniversaire de la libération de Buchenwald par les autorités allemandes pour retrouver les autres anciens déportés du camp. Et en tant que directeur, avec notre président, nous les avons accompagnés. Voyage exceptionnel. Mais dans le moment ultime de ce voyage se déroule une grande manifestation au cours de laquelle s'exprime le chancelier allemand et s'exprime Jorge Semprún, qui était à l'époque le président international des anciens déportés de Buchenwald. Et Jorge Semprún s'exprime, dit à un moment ce qui est une évidence, que bientôt il n'y aura plus de survivants pour témoigner directement et qu'alors se posera la question de la transmission et de la mémoire. Et à ce moment-là se dresse dans la salle un des anciens déportés, un des Français, qui hurle « ça n'est pas vrai, nous serons toujours là pour témoigner ». Vous imaginez le silence dans cette salle qui s'abat. Je rentre de ce voyage, marqué par cet événement, cet incident. Et je me dis, bon, j'ai là quelque chose, voilà, il faut que je l'ouvre. J'y étais en plus poussé par Cathy Hazan, qui était la directrice des archives et du service histoire de l'OSE, qui me disait il faut absolument que tu fouilles et que tu regardes. Et à ce moment-là, nous décidons avec Cathy que j'aille au mémorial de la Shoah, montrer les documents, parce qu'en ouvrant la boîte, je constate que les textes sont écrits en polonais, que je ne parle pas. Et la direction du mémorial, immédiatement intéressée, me dit oui, écoutez, on les prend, on va les confier à des historiens chez nous qui
publieront des extraits, des parties qui les utiliseront pour des publications du mémorial. Et qui les traduiront. Et qui les traduiront. Et à ce moment-là, vous allez voir Alban Perrin qui prend connaissance des documents. Et vous, Roger, vous lui racontez un peu le parcours de votre père Alter. Et Alban, vous dites que vous êtes un peu perplexe quand il vous raconte le parcours de son père. Vous y croyez à moitié. Est-ce que vous pouvez nous résumer rapidement ce parcours qui est quand même un parcours assez hors du commun? Effectivement, notre première rencontre, elle se déroule dans le hall du mémorial de la Shoah. Une collègue me dit on a des documents en polonais, monsieur est là, est-ce que tu peux descendre? Et donc j'interromps ce que j'étais en train de faire pour descendre. Et Roger est présent donc devant la bande d'accueil du mémorial avec Cathy Hazan. Et il me montre les documents. Effectivement, c'est en polonais. Il y avait aussi un document dactylographié en polonais également, très abîmé. Et il commence à expliquer, voilà, mon père a été déporté de France dans le premier convoi. C'est un ancien des brigades internationales. Il a fait partie du Sonderkommando. Il a participé à l'organisation de la révolte du Sonderkommando. Il a participé à la prise des photographies clandestines du Sonderkommando. Il a survécu. Il a réussi à s'évader pendant les marches de la mort. Et donc moi, je l'écoutais parler en me disant, il est visiblement tout à fait sincère, mais tout ne peut pas être vrai, sinon son père serait mort 10 fois. Voilà. Et lorsqu'on a tiré les fils de ce parcours, il s'est avéré, en accumulant les documents, que tout était parfaitement exact et que son père a effectivement fait tout ça, ce qui rend complètement ahurissant le fait qu'il soit assez vite retombé dans un anonymat complet dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Donc vous avez traduit donc du polonais. Est-ce que vous avez compris, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il l'a écrit en polonais? Puisque non, il l'a écrit directement après la libération, entre 45 et 46. Il parlait yiddish et polonais. Il a choisi le polonais. En fait, cet écrit, c'est d'abord l'écrit d'un militant politique qui s'est engagé très très tôt à la suite de ses frères aînés, d'abord dans les jeunesses communistes polonaises, puis dans le KPP, qui était un parti clandestin, ce qui lui a valu plusieurs années de prison. Il s'est engagé dans les brigades internationales avec l'accord de la direction du KPP clandestin qui lui en a donné l'autorisation après insistance, explique-t-il. Et il s'est engagé en Pologne dans la brigade Dąbrowski, qui est la brigade polonaise au sein des brigades internationales. Et donc c'est ce parcours de militant politique communiste polonais qu'il poursuit. Et d'après lui, lorsqu'il parle de l'organisation de la résistance au sein du Sonderkommando, il fait presque un lien direct avec les brigades internationales, puisqu'il dit notre organisation était internationale au plein sens du terme. Voilà, il y avait dans notre organisation clandestine des Grecs, des Français, etc. Et donc lorsqu'il témoigne, après avoir survécu une première fois en avril 1945 devant la commission d'enquête polonaise, avec laquelle on a découvert à la fin de nos recherches qu'il avait cherché après son retour en France à conserver le contact, puisque dans les archives de l'IPN à Varsovie, l'Institut de la mémoire nationale, il y a un courrier très bref que Alter Fensgilberg écrit en mars 1946 en disant vous n'avez pas répondu à mes courriers précédents, j'ai ici un matériau que personne ici ne va publier, avez-vous retrouvé quelque chose à Auschwitz? Et donc on comprend que ces carnets, il les écrit en polonais parce que c'est sa langue politique, c'est sa langue de militant, mais également parce qu'il a sans doute l'espoir de les confier à cette commission d'enquête qu'il a interrogée dès le mois d'avril 1945, mais qui ensuite ne répond pas à ces sollicitations postérieures. On voit dans l'ensemble de ces cahiers, parce que en fait ces cahiers, il s'agit de 4 cahiers, c'est ça. Il s'exprime toujours en tant que militant communiste, quasiment jamais en tant que juif. Il ne parle pas de nazisme, mais des Allemands ou des Hitlériens. À 2 reprises, il va rayer la mention juif. Comment comprendre à quel point c'était important pour lui, puisqu'il a quand même été déporté à Auschwitz en tant que juif, mais de marquer cet engagement politique communiste? C'est ce qui est frappant, c'est que d'abord il est communiste, et ensuite il doit sa survie à l'Armée rouge,
qui a libéré Auschwitz en 1945 et qui, lui, l'a libéré définitivement en mars 1945, puisque après s'être évadé pendant les marches de la mort, il se trouve dans une bande de territoire à la frontière entre l'actuelle République tchèque et la Pologne, qui en fait où des troupes allemandes se trouvent jusqu'aux dernières semaines de la guerre, puisque les divisions soviétiques ont avancé le plus vite possible vers l'ouest en laissant de côté cette bande de territoire. Et lorsque il est libéré définitivement, il retourne à Auschwitz, où il va être pris en charge et remis sur pied par des médecins soviétiques, notamment des médecins femmes auxquels il rend hommage. Il parle de la major Jelinskaya notamment. Et donc pour lui, le fait que les fascistes essayaient de le tuer et que l'armée rouge l'ait sauvé valide une grille de lecture préexistante, grille de lecture qui est construite autour de la lutte antifasciste, fasciste au sens où lui emploie ce terme, c'est-à-dire dans sa grille de lecture de l'époque. Et on émet aussi l'hypothèse que cette grille de lecture communiste, militante, est sans doute l'un des facteurs de sa survie, puisque les horreurs dont il a été le témoin à Auschwitz, en quelque sorte, justifient ce qui a été sa lutte à lui depuis l'âge de 15 ans, y compris sa lutte militaire en brigade internationale. Il a bien eu raison de s'engager contre les fascistes, puisque les fascistes sont capables de faire ça. Mais effectivement, à plusieurs reprises, et notamment dans l'exemplaire de sa déposition devant la commission d'enquête polonaise en 1945, il a rayé le fait qu'il a été arrêté comme juif et envoyé comme juif dans un camp pour juifs à Drancy. Voilà. Donc il se considère d'abord comme un combattant et il évoque d'ailleurs, en parlant d'Auschwitz dans sa sorte de préface d'introduction, la volonté des nazis de détruire les nations, même si de manière générale, même si la destruction des nations, même si dans le corps du texte, notamment lorsqu'il donne les chiffres des déportés depuis les différents territoires, il parle bien des juifs. Voilà. Mais pour lui, voilà, il parle notamment dans l'introduction de la destruction des villes, de l'Europe en ruine, etc. Et il se situe sur un niveau plus général, qui contraste bien évidemment avec d'autres récits des Sonderkommando, notamment le récit de Zalman Gradowski qui a été retrouvé près des ruines du crématoire 1945, qui est écrit en yiddish, et avec d'ailleurs un contenu beaucoup plus littéraire, et qui fait référence beaucoup plus directement à la destruction du peuple juif en tant que tel. Donc là, c'est un militant communiste polonais qui a d'ailleurs été, au moment de son arrestation, il a donné une fausse identité. Il a dit qu'il s'appelait Stanislas Jankowski, ce qui est l'équivalent de Pierre Dupont en polonais. Et donc, il a même envisagé de conserver ce nom à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Je rajouterais peut-être un élément qui me paraît important. C'est que mon père, comme cette génération de militants, de jeunes militants communistes, sont nés en opposition avec le conservatisme religieux de leurs parents. Mon grand-père était bedeau dans une des synagogues de Varsovie. Il passait plus de temps à la choule que dans sa famille. Ses enfants, dont mon père, se sont violemment opposés à lui, en lui reprochant en particulier de ne pas s'occuper de sa famille. Ils avaient 11 ans, mes grands-parents avaient 11 enfants, et c'est ma grand-mère qui tenait un petit stand sur le marché d'Otfotsk, faisait rentrer quelques sous pour nourrir la famille et s'occuper des enfants. Donc, violente opposition, violent antagonisme entre cette génération montante, militante, et un père plutôt... très pieux, du shtetl, très... Tout à fait. Qui fait que, par exemple, quand mon père est parti en Espagne, il en a informé, il a salué sa mère, ses frères et ses sœurs, mais il n'a pas salué son père.
Et donc, il était un de ces militants qui voulait construire un monde nouveau, où on ne distinguerait pas les personnes à partir de leur origine religieuse ou culturelle. Où mon père parlait par exemple l'espéranto. Donc, il était dans cette veine de ceux qui voulaient construire un monde, je dirais, où du passé on ferait table rase en quelque sorte, hein, comme le dit la chanson. Donc ça explique aussi peut-être, si vous voulez, le fait que le mot juif ait été rayé à certains endroits, que la volonté ait été d'écrire en polonais pour unifier les forces progressistes et les peuples autour de valeurs communes. Ce travail de traduction et de publication a duré une dizaine d'années. On va revenir avec vous, Alban, sur ce que ça a permis d'apporter de nouveau à l'histoire. Qu'est-ce que vous avez découvert de plus en faisant ce travail de traduction, de recherche avec Alban, sur votre père? Ce que j'ai découvert sur mon père, c'est... Mais je le savais, si vous voulez, c'est cette volonté inébranlable, c'est une volonté de faire, de résister, de supporter l'insupportable. Je veux dire, la lecture, par exemple, du passage où, après avoir été rattrapé par les Allemands, on lui inflige plusieurs centaines de coups de bâton sur le dos, est quelque chose que j'ai mis du temps à lire parce que je ne pouvais pas. Donc c'est ce genre de choses, parce que pour le reste, je dirais que au contact de ce que j'entendais de par mes parents et de leurs proches, j'ai été pendant des années une sorte d'éponge qui a absorbé toute une série d'informations, d'éléments, de bouts de phrases, qu'au début je n'arrivais pas, ou je ne cherchais pas à relier quand j'étais gamin, et puis ensuite petit à petit à les mettre un petit peu en forme. Mais voilà, j'avais le sentiment, si vous voulez, de ressortir toute une série de choses que j'avais entendues. Je ne suis pas de ces enfants à qui leurs parents ont tout caché, on n'y est, pas du tout. Ils ne me parlaient pas, mais ils l'exprimaient devant moi à leurs proches. Et moi, j'ai entendu. Mais en même temps, j'ai entendu, mais je ne leur posais pas de questions. Parce que c'était insupportable de faire souffrir à nouveau mes parents en leur posant ces questions, alors qu'ils avaient déjà tant souffert. Alban, on va s'arrêter un moment sur ce qui fait en partie l'intérêt historique et mémorial de ce témoignage. Donc Alter van Gilberg faisait partie des Sonderkommando. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que sont les Sonderkommando et en quoi constituait leur tâche, si j'ose dire, à Auschwitz-Birkenau en particulier? À partir du printemps 1942, Auschwitz, qui est un camp de concentration qui a été créé dans une région polonaise annexée dès juin 1940 pour l'arrivée des premiers prisonniers polonais, devient un centre de mise à mort vers lequel vont être acheminés, déportés des juifs des provinces polonaises annexées et des juifs de toute l'Europe, de tout le continent. Avec un assassinat qui est d'abord perpétré dans 2 anciennes fermes polonaises dont les habitants ont été chassés et qui sont transformés en chambres à gaz, puis dans les fameux crématoriums, chambres à gaz crématoires, qui ont été érigés à partir de 1943. Dans un premier temps, les cadavres sont ensevelis dans d'immenses fosses communes, avant qu'à la fin de l'été 1942, l'ordre soit donné de brûler systématiquement les corps. Et les SS décident, petit à petit, progressivement, de maintenir en vie suffisamment longtemps un certain nombre de prisonniers juifs, encadrés par des capots qui peuvent être des capots polonais notamment, qui vont être chargés de vider les chambres à gaz, d'ensevelir dans un premier temps les corps dans des fosses communes, puis de les déterrer, de les brûler sur des bûchers à ciel ouvert, puis de faire fonctionner les fours crématoires qui ont été conçus par la société Topf
Et donc ce groupe de prisonniers juifs, dont les effectifs variaient en fonction de l'afflux des convois, en particulier au printemps-été 1944, il y a eu jusqu'à plus de 900 hommes dans le Sonderkommando, répartis en équipes de jour et des nuits sur l'ensemble des 4 complets de chambres à gaz crématoires, étaient en quelque sorte les ouvriers d'une vaste usine à faire mourir. Voilà. Donc ils n'avaient aucun rôle dans le processus d'assassinat proprement dit, c'est très important de le souligner et de le répéter. En revanche, ils étaient affectés à toutes les tâches macabres que les SS ne voulaient pas effectuer eux-mêmes, y compris récupérer les bijoux, les dents en or sur les cadavres, couper les cheveux des femmes, incinérer leurs corps et récupérer toutes leurs affaires dans les salles de déshabillage. Ils faisaient tout le travail. La seule chose que les nazis faisaient, c'était de mettre, je crois, le Zyklon B dans la chambre à gaz. Et le reste, ils l'ont confié aux prisonniers juifs, donc des Sonderkommando. Alter, dans son témoignage, c'est un témoignage très brut, très précis, très technique, qui permet de comprendre exactement comment ça a fonctionné jusqu'à l'arrivée des Russes. Je lis un extrait. Les crématoriums de Birkenau sont entrés en fonctionnement en février 1943. J'ai été transféré à Birkenau avec les 7 autres prisonniers de mon commando en juillet 1943. À cette époque, les 4 crématoriums de Birkenau existaient déjà, les crématoriums 1 et 2 avec 15 fours d'une capacité quotidienne de 5000 corps, et les crématoriums 3 et 4 équipés chacun de 8 fours, où 3000 corps environ étaient brûlés chaque jour. Au total, il était possible de brûler environ 8000 corps par jour dans les 4 crématoriums. Il explique aussi que ça tournait 24 heures sur 24, avec 2 équipes, une de jour, une de nuit. Ce témoignage est très technique. Il vient corroborer le faible corpus de témoignages de Sonderkommando. Qu'est-ce que ce témoignage apporte en plus? Qu'est-ce qu'on apprend de nouveau par rapport aux autres témoignages des Sonderkommando? Il y en a quelques-uns qu'on a retrouvés qui ont été écrits en yiddish et enterrés à Auschwitz, et quelques autres, des rares survivants qui ont pu être écrits après. Alors on peut préciser 2 points sur cet extrait. D'abord sur la numérotation des crématoriums. Lorsqu'il parle des crématoriums 1, 2, 3 et 4, en fait, c'est ce que les SS désignaient comme crématorium 2, 3, 4 et 5, puisqu'en fait, pour les SS, le crématorium 1 est le crématorium d'Auschwitz. Et donc, il y a 2 comptages possibles, et on le précise dans les notes. La deuxième chose, c'est que les chiffres qu'ils donnent, qui sont des évaluations personnelles, sont heureusement, j'ai envie de dire, surévalués par rapport à la réalité, puisque lorsqu'en juin 1943, les SS vont eux-mêmes faire des tests d'incinération, et c'est un document qui est conservé au musée d'Auschwitz. Ils vont évaluer qu'ils peuvent brûler 1440 corps par cycle de 24 heures. C'est vraiment de l'ingénierie et de la mort. Dans les crématoriums 2 et 3 et 768 dans les 4 et 5. Donc c'est la raison pour laquelle aussi, dans la seconde partie de l'ouvrage, on précise, on remet en perspective les évaluations qu'Alter van Zylberg donne. Il témoigne des premières semaines du fonctionnement du camp de Birkenau au printemps 1942, avant de réussir à s'extraire de cet enfer en se portant volontaire en tant que menuisier pour intégrer le camp d'Auschwitz. Et il témoigne du fait qu'à partir de novembre 1942, il est affecté au crématorium d'Auschwitz. Et évidemment, on n'a quasiment aucun survivant en dehors de Philippe Müller qui est capable d'expliquer ce qu'a été le fonctionnement du crématorium d'Auschwitz. Et donc il raconte notamment que des exécutions par fusillade avaient lieu très régulièrement dans la morgue du crématorium, alors que les détenus étaient enfermés dans le dépôt à charbon derrière les fours, mais qu'il a été le témoin par le son de ces exécutions, des cris des victimes, des cris des SS, et que c'est eux ensuite qui devaient. Il a été le témoin également de l'assassinat des hommes du Sonderkommando de Birkenau qui, à l'automne 1942, ont dû vider toutes les fosses derrière les bunkers 1 et 2, et qui, après avoir effectué ce travail, ont été amenés à Auschwitz 1 pour être tués début décembre 1942 dans la morgue du crématoire 2. Et d'ailleurs, c'est la seule opération de gazage de masse à laquelle Alter van Zylberg assiste au crématoire 1. Et ce qui est très important aussi dans le témoignage d'Alter van Zylberg, c'est qu'après
il y a vraiment une césure dans le cahier rouge. C'est-à-dire qu'au début, c'est son itinéraire personnel jusqu'au moment où il arrive au Sonderkommando en juillet 43. Et là, il y a un titre général, Sotoya Sonderkommando, ce qu'est le Sonderkommando. Et là, il explique pendant quelques pages quel était le travail de ces hommes, qu'ils étaient isolés dans le bloc 13 du camp des hommes de Birkenau. Et très très vite, il dit la résistance. Voilà. Ce récit est un récit de combat, de résistance. Il raconte les préparatifs de la révolte qui finalement éclatera le 7 octobre 1944. Et il parle de la solidarité entre les hommes du Sonderkommando. C'est ça aussi qui fait la spécificité de ce récit. C'est un récit de lutte. Comme vous avez expliqué, Alter fait partie des personnes qui ont participé à la révolte du Sonderkommando. Mais il y a un élément qui est important, c'est qu'il a fait partie des personnes qui ont pris les 4 photos prises par les Sonderkommando qui existent, qu'on connaît, mais on ne connaissait pas exactement l'auteur précis, enfin, celui qui avait appuyé sur l'appareil photo. Donc là, il explique exactement tout le processus pour arriver à ces photos. On pensait que c'était David Smulewski. Et là, il vient expliquer que ce n'est pas lui. Donc, je cite, « Les photographies que David Smulewski prétend avoir prises, ce n'est pas vrai. La vérité, c'est qu'il m'a donné l'appareil et que nous les avons prises avec les 2 frères Dragon. Ensuite, je les ai données à David, qui les lui a lui-même données à Sirankiewicz, qui les a fait sortir du camp. Ce sont les photographies qui se trouvent aujourd'hui au musée d'Auschwitz. Il m'a donné l'appareil, c'est vrai, mais il n'a jamais été au crématorium. » Après, il parle beaucoup d'un Alex de Grec et on va comprendre dans tout son témoignage, grâce à son témoignage, que c'est en fait Alex Herrera, un juif grec qui a appuyé sur l'appareil photo. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Enfin, c'est tout à fait. C'est une confirmation d'hypothèses et de conclusions qui avaient déjà été publiées, mais en allemand, notamment par des spécialistes du Sonderkommando, dont Andreas Kilian, qui nous a d'ailleurs aidé à la préparation de cet ouvrage, et d'autres. Mais en recoupant les différents témoignages d'Alter Fazilberg, on a la certitude qu'ils ont confié au dernier moment l'appareil photo à Alberto Herrera, puisque, écrit-il, eux, en fait, ne savaient pas tellement se servir d'un appareil photographique. Mais ce qui est important de retenir, c'est qu'au-delà de l'identification quasi certaine désormais de l'auteur factuel des photographies, c'est de retenir que ça s'inscrit dans un mouvement de résistance. Voilà, que c'est pas un acte isolé d'un homme qui aurait un appareil photo. Voilà, que ça s'inscrit dans un réseau de résistance qui dépasse d'ailleurs la résistance des hommes du Sonderkommando, puisque on ne sait pas précisément qui a été à l'initiative de ces photographies. Hermann Langbein écrit dans Hommes et femmes à Auschwitz que c'est l'organisation de résistance d'Auschwitz qui a fait en sorte qu'un appareil photo soit transmis aux hommes du Sonderkommando. Est-ce que ça a été une initiative des hommes du Sonderkommando qui savaient qu'ils ne survivraient pas et qui, de même qu'ils ont laissé des textes, ont voulu aussi laisser des images? Ce qui est effectivement, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, David Smulewski, qui a été déporté dans le même convoi qu'Alter Fazilberg et qui est aussi un ancien de Brigade internationale, se voit attribuer la parité de photographie qu'il ne peut pas matériellement avoir prise puisqu'il n'était pas membre du Sonderkommando. Et sa version s'effrite progressivement dans les années 60, notamment après le premier procès d'Auschwitz à Francfort. Et c'est dans les années 70 que le musée d'Auschwitz va reprendre contact avec Alter Fazilberg. On a un échange de correspondance. Sauf qu'à ce moment-là, Alter Fazilberg répond donc on a pris ces photographies à plusieurs, et donc il y avait Alex de Grèce, un grec qui s'appelait Alex, mais je me souviens plus de son nom, Naziskon et Pimenta, je me souviens plus de son nom. Et il me dit, mais il est mort en tentant de s'évader en allant répandre des sangs dans la vistule. Et en fait, cette évasion, il la raconte dans un des feuillets de ce qu'on appelait le cahier mauve, ou le cahier violet, sauf qu'en 1945, lorsqu'il écrit les cahiers, il se rappelle très bien du nom de ce camarade, il dit que c'était Alex Herrera, Alekos Herrera. Et en fait, cette évasion, au moment d'aller répandre des cendres dans la vistule, elle est racontée dans d'autres témoignages de survivants grecs du Sonderkommando, notamment, Shlomo Venezia raconte dans Sonderkommando dans l'enfer des chambres à gaz en 2007 cette évasion, et des rescapés grecs aussi racontent cette évasion. Donc Alberto Herrera était en fait une figure connue. Voilà. Et donc en recoupant le contenu du cahier mauve et les échanges de correspondance en 78 avec le musée d'Auschwitz, on comprend que c'est très, très probablement le même homme en fait, qui n'a pas survécu et qui serre la main d'Alter Fazilberg avant d'aller
avec un camion et 2 SS, répondre descendre dans la Vistule, frapper l'un des SS avec une pelle, tenter de s'enfuir, sachant qu'il n'avait absolument aucune chance de survivre, parce que pour survivre à l'extérieur, il faut qu'il y ait des résistants qui vous attendent de l'autre côté et que vous parliez polonais. Il explique aussi, il raconte aussi les tentatives de révolte. Enfin, il y a eu plusieurs tentatives de révolte avant la fameuse révolte des Sonderkommando du 7 octobre 1944. Donc Alter a participé à cette organisation. Il donne beaucoup de détails. Qu'est-ce qu'on apprend de plus qu'est-ce qu'on apprend dans son témoignage sur toute la préparation, sur toute l'organisation, sur les quelques, je crois, il y a 2-3 tentatives avant la révolte finale, et comment on peut comprendre qu'Alter ait pu survivre, puisqu'il a fait partie de la révolte du 7 octobre, et que après ça s'est terminé par un bain de sang, et très très peu de membres du Sonderkommando ont survécu. Ce qu'on comprend, c'est que la révolte telle qu'elle s'est effectivement déroulée n'était absolument pas ce que les hommes du Sonderkommando souhaitaient et ce qu'ils avaient eux-mêmes préparé. À partir de l'automne 1944, l'armée rouge n'est plus qu'à 200 km d'Auschwitz. Les hommes du Sonderkommando savent qu'ils vont être éliminés et que eux ne peuvent pas attendre l'armée rouge parce qu'ils savent qu'ils vont être tués avant. Mais leur objectif est de déclencher une révolte générale d'Auschwitz qui serait initiée par le Sonderkommando, mais à laquelle l'ensemble du camp se joindrait. Or, ils ont un intérêt divergent avec les membres et les cadres de la résistance du camp de concentration, qui eux ont intérêt à attendre l'arrivée de l'armée rouge et pas se lancer dans une révolte désespérée qui immanquablement se traduirait probablement par un bain de sang et aurait peu de chances de réussir, alors que le front est stabilisé à 200 km à l'est. Et donc, ce que Alter Fenzilberg explique, c'est que alors que ils attendent l'ordre du déclenchement de la révolte à l'été 1944, cet ordre ne vient pas au dernier moment. Et donc, la révolte telle qu'elle avait été envisagée par les hommes du Sonderkommando n'aura pas lieu. En revanche, à l'automne 1944, il y a une première réduction du Sonderkommando, puis une seconde annoncée le 7 octobre. Et ce qui va se passer le 7 octobre n'est pas ce que les hommes du Sonderkommando avaient prévu, c'est-à-dire qu'au moment où les SS commencent à appeler les numéros de ceux dont ils annoncent qu'ils vont être transférés, mais ça, tout le monde sait qu'ils vont être assassinés, eh bien certains vont commencer à se jeter sur les SS, et donc c'est une révolte un peu improvisée qui va avoir lieu le 7 octobre 1944. Ce qui est probable, c'est que Alter Fenzilberg étant affecté à la chambre à gaz crématoire 5 et la révolte éclatant au 4, en fait, il n'a pas pu se joindre à cette révolte, et puisqu'on sait que le crématoire 5 a rapidement été entouré par un cordon de SS, voilà. Mais oui, parce que le 4, ils ont réussi à le détruire. En fait, ils l'ont incendié. Certains hommes du Sonderkommando se sont réfugiés à l'intérieur. Le crématoire 3 a été aussi entouré par les SS, et ceux du crématoire 2, le plus au sud, ont réussi à assassiner, à se débarrasser d'un Oberkapo, d'un super capot en le jetant vivant dans l'un des fours et en coupant, en arrivant à s'évader vers le sud. Malheureusement, ils ont réussi à tuer 3 SS, qui était une patrouille visiblement qui passait là à ce moment-là. Mais ensuite, ils se sont regroupés près d'une grange où ils ont été massacrés par les SS. Ce qu'on peut aussi préciser, c'est qu'effectivement, les membres du Sonderkommando ne devaient pas survivre, puisque, je crois, tous les 2 mois, ils changeaient et ils devaient être assassinés. Donc, effectivement, ils n'avaient pas les mêmes objectifs par rapport au déclenchement de la révolte. C'était pas nécessairement tous les 2 mois, c'est-à-dire que c'est aussi variable en fonction des besoins des SS en main d'œuvre, si on peut dire, pour détruire, incinérer les corps. Mais ce qui est certain, c'est que les hommes du Sonderkommando devaient disparaître. Donc il y a des grandes opérations d'assassinat, notamment ce que j'ai évoqué tout à l'heure, décembre 42. Tous ceux qui ont brûlé les corps à Birkenau à l'automne 42 sont amenés à Auschwitz I pour être assassinés, et un nouveau Sonderkommando va être constitué. Et dans ce nouveau Sonderkommando qui est constitué en décembre 42, certains vont survivre effectivement plusieurs mois, dont Zalmen Gradowski qui arrive en décembre 42 de Grodno, qui survit jusqu'à la révolte d'octobre dont il est un des organisateurs, et Shlomo Dragon qui va témoigner comme Alter Fenzilberg dès 1945 devant la commission d'enquête, est aussi arrivé en décembre 1942 à Birkenau. Donc un grand nombre d'hommes du Sonderkommando étaient, c'est vrai, éliminés régulièrement, mais
un certain nombre d'anciens, entre guillemets, étaient laissés en vie, puisque la SS avait compris qu'ils avaient intérêt, finalement, à conserver en vie ceux qui pouvaient apparaître comme des ouvriers qualifiés, entre guillemets, puisque pour que l'incinération des corps se fasse de manière rapide et efficace, il fallait qu'elle soit faite par des gens compétents. Enfin, je mesure la portée de mes propos, mais bon, je mets des grands guillemets, voilà, et que ça n'était pas efficace de leur propre point de vue, dans leur logique criminelle, de tuer les prisonniers chargés des corps pour ensuite devoir réexpliquer tout depuis le départ à des nouveaux arrivants effarés, découvrant en même temps le massacre et les tâches qu'on allait leur confier et le fonctionnement des fours crématoires. Lorsque Alter Fanzilberg est affecté au Sonderkommando, il a déjà passé 9 mois au crématorium d'Auschwitz et donc il sait les tâches qu'il a à effectuer pour l'incinération des corps. Donc les SS ont intérêt à laisser en vie un certain temps des hommes de cette nature. Oui, puisque leur but était aussi le rendement... que ça aille le plus vite possible. Oui, notamment au fameux printemps 1944, avec l'arrivée des Juifs hongrois, où le rendement devait être, il y avait, je crois, 6 convois par oui, alors c'est variable, mais il y a, entre le 15 mai et le début du mois de juillet 1944, il y a plus de 140 convois de déportés juifs d'Hongrie avec plusieurs milliers de déportés qui arrivent. C'est malheureusement très rapide de tuer les gens dans les chambres à gaz. En revanche, c'est beaucoup plus long de se débarrasser de leur corps. Ce qui est d'ailleurs une logique ça, il explique bien effectivement que la chambre à gaz, oui. Ça, je crois en 12 minutes, je crois que c'était 12 ou 30 minutes, mais c'est après c'est la crémation qui est très beaucoup plus longue et ça n'arrivait pas à suivre. Et il y a eu toute une période, et c'est là où les photos sont importantes, où il les brûlait directement dehors, et c'est ce qu'on voit notamment sur une des photos. Sur 2 des photographies, et c'est-à-dire que en prévision de la déportation en masse des Juifs de Hongrie, Rudolf Höss, qui est rappelé de Berlin, où il a été affecté fin 1943 à l'inspection générale des camps de concentration, prend toute une série de mesures pour réorganiser Birkenau, puisque au printemps 1944, en fait, il y avait de moins en moins de convois qui arrivaient. Et donc il faut tout repenser pour l'arrivée en masse des déportés juifs de Hongrie. Et parmi les décisions qui sont prises, celle d'abord de prolonger la voie ferrée entre les secteurs 1 et 2 de Birkenau et de réaménager les chambres à gaz crématoires en creusant des fosses d'incinération derrière notamment le crématorium numéro 5. Et ce sont ces photographies qui sont photographiées depuis l'intérieur d'une des chambres à gaz par Alex Herrera et dont on voit la fumée sur les photographies aériennes prises par les Alliés à l'été 1944. Roger, vous racontez, donc vous disiez tout à l'heure que le mot Sonderkommando, c'est un mot que vous avez entendu, mais vous ne saviez pas précisément de quoi il s'agissait. Vous avez, en voyant notamment le Shoah de Lanzmann et des témoignages comme celui de Philippe Müller, commencé à comprendre. Est-ce que c'était difficile tout au long de votre vie de savoir que votre père était surveillant d'Auschwitz et membre du Sonderkommando? C'était d'autant plus difficile que le mot Sonderkommando, vous le savez bien, est utilisé dans différentes acceptions. Là, nous parlons du Sonderkommando de Birkenau. Mais des Sonderkommando, dans les textes, on en parle concernant l'extermination en Ukraine, par exemple. Les Einsatzgruppen. Les Einsatzgruppen. Où là, c'était des commandos formés par des quasi-bénévoles antisémites qui étaient des auxiliaires volontaires et qui mettaient à mort. Donc, à un moment, je pense qu'il y a pu avoir une confusion à partir de ce même terme de 2 fonctions totalement différentes. Et c'est sans doute aussi pourquoi, pendant un certain nombre d'années, on a peu parlé du Sonderkommando ou des Sonderkommando parce qu'on expliquait mal ou pas suffisamment, et ça n'est que à partir du travail des historiens que les choses ont pu se préciser, pour bien montrer la différence entre la fonction du Sonderkommando d'Auschwitz-Birkenau et les autres. Vous racontez que votre père était fâché avec le frère de votre mère. Oui. Est-ce que il était aussi survivant d'Auschwitz? Est-ce que le fait que votre père était membre du Sonderkommando a pu jouer? Je me suis longtemps posé la question du pourquoi cette fâcherie.
Et je ne comprenais pas qu'entre des hommes et des femmes qui avaient vécu les mêmes horreurs, il puisse y avoir un tel antagonisme. Et j'ai longtemps tourné autour de la question du pourquoi. Au-delà de ce qui peut être les sentiments personnels, au début je me suis dit c'est le positionnement par rapport à la ligne du Parti communiste. Parce que mon oncle était un militant dans la ligne, permanent de la CGT, responsable du syndicat des ouvriers de la confection, et mon père qui avait ses convictions communistes, mais qui n'avait jamais hésité à dire ce qu'il pensait et à dénoncer ce qu'il estimait injuste dans un certain nombre de décisions ou de positions, déjà depuis la guerre d'Espagne. Et donc je me disais, ils sont pas d'accord, et à cette époque, dès qu'on était en désaccord, ça prenait des proportions souvent dramatiques. Mais en creusant un peu et en fouillant et en discutant avec mes cousins, et notamment avec mon cousin Robert Besserman qui vit en Israël et qui lui-même est plus âgé que moi, puisqu'il est né en 1934, qu'il était enfant caché et qu'il était donc adolescent au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc il a compris plus de choses que moi. Et plus j'approfondissais mes discussions avec lui, et plus j'ai compris que la question du Sonderkommando, en gros, dès qu'on parlait de quelqu'un du Sonderkommando, il y avait un petit doute. Les Sonderkommando ne devaient pas survivre. Il était impossible qu'ils soient encore là. S'ils ont survécu, c'est qu'il y a peut-être eu des compromissions ou des choses qui des compromis qui leur ont permis d'être de ce monde encore, et donc une certaine méfiance. Et puis en même temps une répulsion par rapport aux tâches qui avaient été ceux des hommes du Sonderkommando. Alban Perrin, effectivement, l'image des Sonderkommando après la libération et pendant très longtemps a été compliquée, que ce soit en Israël, que ce soit un petit peu partout. On le voit notamment dans le film Exodus de Preminger, où il y a un jeune qui veut rejoindre l'Irgun, et il dit qu'il sait utiliser la poudre à canon, qu'il l'a appris pendant la révolte du ghetto de Varsovie, et on lui dit non, c'est pas vrai, en fait tu as fait partie des Sonderkommando, et il y a une dispute qui explose parce qu'il y a toujours cette suspicion du Sonderkommando, comme Roger l'explique. Il y a aussi, on peut aussi parler de Primo Levi, qui a consacré tout un chapitre à ce qu'il appelle la zone grise dans Les naufragés et les rescapés, où il explique que les nazis ont fait des juifs les bourreaux des juifs eux-mêmes, et ont ainsi brouillé la frontière entre maître et esclave. À partir de quand, comment étaient perçus les Sonderkommando au sortir de la guerre, et à quelle période le regard sur eux a changé? Moi, je dirais que le moment où on comprend l'importance des témoignages des Sonderkommando, ça va être le procès d'Auschwitz à Francfort, où 3 rescapés du Sonderkommando sont appelés à la barre, Milton Bouki, Dov Pazikovic, Philippe Müller. Le témoignage d'ailleurs de Dov Pazikovic est publié chez Julliard par Léon Poliakov dans son volume sur Auschwitz très peu de temps après. Et donc là, on comprend toute la portée, l'importance de ce récit, puisque, et je dirais que dans le prolongement du procès d'Auschwitz, lorsque Claude Lanzmann va commencer à réaliser Shoah, il va faire un choix très radical à son image, qui est de ne absolument pas parler de la dimension concentrationnaire d'Auschwitz, puisqu'il fait un film sur la mort, sur l'assassinat. Et je dirais que la grande bascule, on la doit peut-être justement à cette intuition de Claude Lanzmann, qui est pour Auschwitz d'interroger Philippe Müller, qui est désormais identifié puisqu'il a témoigné au procès de Francfort, et Philippe Müller qui raconte qu'il est dans la chambre à gaz avec ses compatriotes juifs tchèques, qu'il veut mourir et qu'on lui dit de sortir, puisque lui, il a peut-être une chance de s'en tirer, et que quelqu'un doit pouvoir raconter.
Et que dans le prolongement de ce travail pionnier de Claude Lanzmann, nous, au Mémorial de la Shoah, lorsque nous recevons en particulier des professeurs, on insiste énormément sur l'importance de ces sources provenant des hommes du Sonderkommando, puisque eux ont raconté au plus près le processus d'assassinat. Et c'est toujours un point un peu délicat, mais si on prend le livre exceptionnel « Si c'est un homme » de Primo Levi, bien sûr, il faut continuer à le lire et à le travailler, mais Primo Levi, il n'y a que les premières pages de son livre qui portent sur la Shoah en réalité, puisque il est dans ce convoi qui arrive d'Italie fin 1943. Il parle de l'assassinat de la petite Emilia, 3 ans, tant était important aux yeux des Allemands, tant était évident aux yeux des Allemands la nécessité de mettre à mort les enfants des Juifs. Mais il parle d'une masse sombre qui disparaît dans la nuit. C'est ceux qui vont être emmenés aux chambres à gaz. Et tout le reste du livre, c'est Der Lager, le camp, et die Häftlinge, les prisonniers. Ce qui se passe à Birkenau, à ce moment-là, Primo Levi ne l'a pas vu, puisqu'il est à plusieurs kilomètres de Birkenau. Et donc, pour enseigner l'histoire de la Shoah, certes, bien sûr, le récit de Primo Levi est important et essentiel. Je ne remets absolument pas en cause sa valeur. Mais pour comprendre l'organisation, le fonctionnement du processus d'assassinat, il faut prendre les récits des Sonderkommando. Et c'est ce que Claude Lanzmann, en particulier, a fait lorsqu'il a commencé à réaliser Shoah dans les années 70. Unter diesen Umständen kam es also unter außergewöhnlicher Härte, die waren diese Menschen jetzt gezwungen, sich ausziehen. Einige haben sich ausgezogen, aber nur die kleine. Eine ganz kleine Menge. Die Mehrheit, die haben nicht diesen Befehl befohlen. Und plötzlich hörte ich, wie ein Chor fängt an, wie ein Chor, fingen an, sich singen. Ein Gesang verbreitete sich in den Auskleiderraum. Und da fing an zu klingen, sie singen die tschechische Nationalhymne und die Hatikwa. Es hat mich sehr berührt, dieser abstellen. Also dieser Vorfall meiner Landsleuten. Und ich habe mich erfasst, dass mein Leben nicht mal keinen Wert hat. Was soll ich mal leben, für was? Und da ging ich in die Gaskammer mit denen und entschieden zu sterben. Mit ihnen. Da kamen plötzlich zu mir einige Leute, die mich erkannt haben, weil ich war einige Male mit meinen Freunden mit den Schlosser in Familie ins Lager. Und plötzlich kam eine kleine Gruppe von Frauen zu mir, guckte mich an und sagte, schon in den Gaskammern. Du warst schon in den Gaskammern. Und sagte mir also, das hat du willst ja sterben, aber das hat doch keinen Sinn. Dein Sterben wird nicht unseres Leben bringen. Das ist keine Tat. Du musst von hier raus, du musst ja noch berichten über was wir leiden, was für ein Ungerecht uns geschehen ist. On va parler maintenant de ce qui a fait que vous, Roger, on voit que votre père donc était communiste, vos parents vous ont parlé yiddish, ils vous ont élevé ou pas dans la tradition juive? Pas dans la tradition religieuse. On était une famille non pratiquante et hostile à la pratique religieuse. Comme je vous racontais tout à l'heure, mon père s'est opposé aux siens.
et donc a voulu rompre avec tout ce rite qui était celui de ses parents. Et donc, dans notre famille, nous ne pratiquions pas. Ou plus exactement, nous pratiquions une contre-culture juive, à savoir qu'à Kippour, on mangeait peut-être un peu plus que les autres jours, mais on parlait yiddish, mais on était abonné à la presse nouvelle en yiddish qu'on recevait chaque jour, mais quand il y avait une troupe de théâtre du théâtre juif de Varsovie, on allait voir la représentation, et la culture juive ou la tradition juive m'a totalement imprégné. Et de ce point de vue, si vous voulez, c'est une transmission d'une certaine manière de vivre sa judaïté. Vous-même, vous avez été un militant communiste pendant de nombreuses années. Vous expliquez qu'il est important pour vous d'avoir élevé vos enfants, fait circoncire vos fils et élevé vos enfants dans la tradition juive. Moi, je me considère comme quelqu'un qui n'est pas croyant. Mais j'accepte tout à fait, et non seulement j'accepte, mais je vis je dirais de manière très, très satisfaisante notre pratique du judaïsme familial, avec ses limites, mais en même temps je suis très, très ami depuis près de 40 ans avec Raïm Corsia, que j'ai rencontré en 1994 à Reims, et avec qui les relations sont devenues des relations quasi familiales. J'ai effectivement, dans les dernières années de ma vie professionnelle, accepté de devenir directeur de l'OSE, c'est-à-dire de mettre mes connaissances et mon savoir-faire au service d'une institution juive de secours aux enfants, dont l'histoire était tout à fait prestigieuse. Je l'ai fait aussi parce que c'est une association ouverte et qui n'est pas, je dirais, la plus observante du point de vue, je dirais, de la transmission du judaïsme. Et vous êtes encore aujourd'hui militant, puisque vous êtes élu dans des institutions juives, notamment au Fonds social juif unifié. Donc c'est quelque chose que vous continuez de porter. Alors c'est quelque chose non seulement que je continue de porter, mais qui s'est affirmé en moi au fur et à mesure. Tout à fait. Je me considère comme un militant juif, laïque, non religieux, mais attaché aux valeurs et à la transmission, parce qu'une des données, si vous voulez, de ce qui s'est passé à la fin du XXe siècle, c'est qu'ont quasiment disparu toutes les formes de transmission non religieuse du judaïsme, et que si on veut que ces enfants continuent à vivre leur vie juive, eh bien, de plus en plus, cela se fait autour des institutions de la communauté. Il y a la traduction des cahiers d'Alter, mais il y a aussi tout un appareil historique, notamment écrit par vous, Alban. Donc il y a un appareil critique énorme. Il y a une préface de Serge Klarsfeld. Il y a aussi votre introduction, votre conclusion. Enfin, c'est beaucoup plus. Et puis vous avez croisé les témoignages qu'il a fait aux différents procès, notamment des plans qu'on lui a demandé de dessiner. Enfin voilà, c'est beaucoup plus que la simple traduction et reproduction. Les choses se sont ajoutées les unes aux autres. Bien sûr, par exemple, pour expliquer, pourquoi mon père a été déporté de France, alors qu'il n'a jamais vécu en France, si ce n'est dans les camps d'internement de Rivesaltes, de Gurs, Saint-Cyprien, au moment de la remontée des républicains espagnols et des brigades internationales qui fuyaient le franquisme. Donc il a bien fallu expliquer ce qu'avait été
son parcours avant, son origine à Stoczek en Pologne, à Otwock, son engagement militant, la guerre d'Espagne. Et donc on a souhaité en dire un peu plus que simplement citer ces éléments qui ont été totalement importants. Et puis je me suis dit, ben voilà, on a tout. Et puis à ce moment-là, j'ai bien senti que une question intéressait les éditeurs, qui était le après, la reconstruction de mes parents, et surtout la manière dont moi, en tant qu'enfant, j'ai compris, j'ai pris conscience de tout ça. Au fond, moi, au début, je ne voulais pas parler de moi. Et ce livre n'est pas fait pour parler de moi, c'est eux. Bien sûr, ouais. Et vous lui rendez un grand hommage, mais... Donc, c'est ajouté une dernière partie, effectivement, où je dis un certain nombre de choses sur notre vie à Montmartre, les côtés heureux, les côtés joyeux, et je raconte tout ça, et je pense que c'est important de montrer l'ensemble de ce parcours. Vous avez expliqué que votre père... Bon, il a survécu à tout ça, mais il a eu beaucoup de problèmes de santé. Enfin, ça a beaucoup impacté sa santé. Donc, il est mort quand même relativement jeune. Il est mort en 1987. Et votre mère, ensuite, en 1991. Vous écrivez « La mort de ma maman signifiait un basculement. Elle marquait d'une pierre le départ de tous les miens, de la génération des survivants de l'horreur, de la génération qui nous a permis de revivre. J'avais désormais la lourde responsabilité de faire vivre et de défendre leur mémoire. » C'est lourd en effet. Ce livre donc sort le 17 janvier donc pour les 80 ans de la découverte d'Auschwitz. Est-ce que cette publication, cette sortie, vous libère du fardeau dont vous parlez? Est-ce que vous vous sentez soulagé aujourd'hui? Bien sûr. Bien sûr, c'est une mission que je devais remplir. Et je suis de plus en plus convaincu que c'était à moi de le faire. Transmettre la boîte à chaussures à mes enfants telle que, ça n'aurait pas été suffisant. Donc, j'étais et je suis le seul à avoir pu faire le lien entre mon père et ma mère et les générations suivantes. Et c'est ce que j'ai essayé de faire au travers de ce livre, en complétant les cahiers de mon père par des éléments d'information, de compréhension sur le avant et sur le après. Bravo Roger, bravo Alban, c'est vrai que c'est un travail remarquable, essentiel. Vous disiez que peut-être vous feriez des rencontres dans les établissements scolaires. Enfin, j'espère qu'il sera transmis au-delà des cercles familiaux à toutes les jeunes générations. Donc, ce que j'ai vu à Auschwitz, les cahiers d'Alter présentés par Roger Van Gilberg en collaboration avec Alban Perrin, une préface de Serge Klarsfeld. Ça sort le 17 janvier au Seuil. Merci. Merci à vous. Później oni likwidowali Sonderkommando, bo już więcej nie mieli ludzi do spalenia. Węgrów już mieli spalonych. Około 450 000 albo 500 000, to nie ważne. Łódzkich ludzi mieli już spalonych. I z Sosnowca, z Katowic mieli już zlikwidowanych wszystkich. Więcej już nie było. I transportów więcej nie przyszło. Więcej nie przyszło transportów. Przyszli likwidować Sonderkommando, zostawić tylko 30 ludzi.